Oui, et croyez-moi, vous aimerez vraiment la puce. Je peux vous le garantir. Oui, et croyez-moi, vous aimerez vraiment la puce. Je peux vous le garantir. Selon vous, quelles seront les plus grandes avancées technologiques qui affecteront la vie des gens dans la prochaine décennie? À quoi devraient-ils s'attendre? The greatest advances in technology that will affect people's lives? What should they be expecting to see here from technology in their lives? Je ne veux pas vous bouleverser, mais l'IA va être énorme. Je suis confiant dans cette prédiction. Mais ce qui est amusant, c'est que si on remonte même à 5 ans en arrière, il y a 10 ou 15 ans, je disais déjà que l'IA allait devenir quelque chose d'immense, avec une super intelligence dépassant celle des humains les plus brillants. Les gens pensaient que je plaisantais. Ils trouvaient ça ridicule qu'un ordinateur puisse être plus intelligent qu'un humain et accomplir toutes ces tâches complexes. Et maintenant, les IA les plus récentes sont capables de réussir des tests complexes mieux que la plupart des humains. Elles peuvent passer les examens médicaux mieux que 80% des médecins. L'intelligence artificielle peut interpréter les radiographies mieux que la plupart des professionnels qui le font depuis toute leur vie. Cette évolution ne fait que s'accélérer. Je pense que si vous n'avez pas vu la présentation de Jensen, elle est excellente et montre vraiment à quel point l'IA progresse. Elle progresse sur le plan matériel, logiciel et en termes de données. La nouvelle tendance est celle des données synthétiques, car nous avons épuisé tous les livres et littéralement toutes les sources. Si vous prenez l'intégralité d'Internet et tous les livres jamais écrits, ainsi que toutes les vidéos intéressantes, pas besoin de 1000 vidéos de chats identiques, mais toutes les vidéos pertinentes, et que vous transformez tout cela en tokens, en bits d'information, nous avons maintenant épuisé la totalité du savoir humain dans l'entraînement de l'IA. Cela s'est produit l'année dernière. Mais c'est assez fou que l'IA ait épuisé tout le savoir humain disponible pour son entraînement. C'est dingue. Je sais que vous construisez pour Grok le plus grand centre d'intelligence artificielle de la planète. Oui, c'est déjà opérationnel. Microsoft prévoit 80 milliards de dollars d'investissement, où j'ai travaillé pendant un moment. C'est beaucoup d'argent selon tous les critères. J'ai fait un sondage. 13% des gens disent que l'IA fait une différence dans leur vie aujourd'hui. Et 87% s'attendent à ce qu'elle fasse une différence dans leur vie dans 5 ans. Mais que va-t-elle faire pour les gens? Va-t-elle les mettre au chômage ou les faire travailler? L'intelligence artificielle fera tout ce que vous voulez et suggérera même des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Dans les prochaines années, l'intelligence artificielle sera capable d'effectuer n'importe quelle tâche cognitive. Cela soulève évidemment la question, que ferons-nous tous? Je dirais que d'ici 3 ou 4 ans maximum, l'IA pourra effectuer toute tâche cognitive qui n'implique pas d'atomes. Un autre aspect est la robotique, car l'intelligence artificielle ne peut pas se contenter de réfléchir dans un centre de données, elle doit agir, et c'est là qu'interviennent les robots. Et vous avez besoin de voitures autonomes, que vous avez d'ailleurs expérimentées, et leur taux d'amélioration est exponentiel en termes de performance. Nous sommes confiants que nous dépasserons les capacités de conduite humaine d'ici environ 3 mois, au deuxième trimestre de cette année. Nous sommes convaincus d'atteindre une probabilité d'accident inférieure à celle d'un conducteur expérimenté moyen, et nous continuerons à progresser. À terme, je pense que ce sera 10 fois plus sûr qu'un conducteur humain, puis 100 fois plus sûr, au point où il n'y aura tout simplement plus d'accidents. Cela va arriver cette année avec Tesla, et c'est une simple mise à jour logicielle. Comme vous l'avez expérimenté vous-même, c'est la même voiture qui devient soudainement beaucoup plus intelligente dans sa conduite. Quand pourrais-je avoir un robot domestique? C'est l'autre élément, les robots humanoïdes. Je pense que la plupart des gens, sinon tous, aimeraient avoir leur propre C3, PO ou R2D2.
Et je pense que les robots humanoïdes seront de loin le plus grand produit de l'histoire. C'est vraiment incroyable, parce qu'on peut simplement dire que chaque humain en voudra un, et certains en voudront deux. Il y aura aussi toute l'industrie en termes de fabrication de produits et services. Donc il faut se demander quel sera le ratio robot-humanoïde humain. Je dirais au moins 3 pour 1, 4 pour 1, peut-être 5 pour 1. On parle donc de 20 à 30 milliards de robots humanoïdes. À ce stade, on ne sait même plus ce que signifie l'argent, ou s'il y a une limite significative à l'économie. Je pense qu'à ce moment-là, en supposant que les choses ne tournent pas mal dans le scénario d'une IA bienveillante, nous n'aurons pas un revenu universel de base, mais un revenu universel élevé. Donc vous pensez 5 ans pour mon premier robot? Pour Tesla, notre robot Optimus est, sauf si quelqu'un a quelque chose de secret que nous ignorons. Notre robot Optimus est le robot humanoïde le plus sophistiqué au monde. Il a une main avec 22 degrés de liberté, qui ressemble et se comporte comme une main humaine. Nous visons à en construire plusieurs milliers cette année. Dans un premier temps, nous les testerons dans les usines Tesla. Puis, si tout se passe bien, nous multiplierons cette production par 10 l'année suivante. Nous viserons peut-être 50 000 à 100 000 robots humanoïdes l'année prochaine. Puis nous multiplierons encore par 10 l'année d'après. C'est comme 500 000 robots en 3 ans. C'est beaucoup. Oui, peut-être devrions-nous penser en termes de légion romaine. Combien de légions de robots aurons-nous? Une légion romaine, c'est 5000 hommes, pourront envoyer le premier vaisseau spatial sans équipage vers Mars dans 2 ans. La Terre et Mars se synchronisent tous les 2 ans. Nous sommes à un point de synchronisation maintenant, donc le prochain sera dans environ 2 ans. Pour le premier voyage, nous voulons évidemment nous assurer que nous pouvons faire atterrir Starship sans crash. Nous devons prouver que nous pouvons le faire atterrir sur Mars sans augmenter le nombre de cratères. Si ces atterrissages se passent bien, alors peut-être que lors du prochain voyage, nous enverrions des gens, et ensuite cela devrait croître de manière exponentielle. Il y aura donc finalement des milliers de Starships qui iront vers Mars. Ce sera comme une image vraiment cool, comme dans Battlestar Galactica, avec des vaisseaux coloniaux partant tous ensemble, comme des points lumineux brillants dans l'espace. Je pense que ce sera vraiment impressionnant. Mais l'objectif doit être d'arriver au point où Mars est autosuffisante. Le point où Mars est autosuffisante se définit vraiment comme le moment où si les vaisseaux de ravitaillement de la Terre cessent d'arriver pour une raison quelconque, Mars ne s'éteint pas et peut continuer à se développer. Si quelque chose arrive sur Terre, disons une 3e guerre mondiale ou une catastrophe naturelle, mais que Mars peut continuer à survivre malgré l'arrêt des ravitaillements, alors la durée de vie probable de la civilisation est considérablement plus grande. Si vous prenez du recul et que vous vous demandez comment évaluer une civilisation, vous vous demanderez, est-elle encore confinée sur sa planète d'origine ou est-elle une civilisation multiplanétaire? Et nous ne voulons pas être une de ces civilisations médiocres à une seule planète. Nous allons avoir un résultat respectable ici. Même si nous ne dépassons pas notre système solaire, nous devons au moins atteindre une autre planète. Et enfin sur ma liste, la communication cerveau-technologie. Vais-je voir ça aussi? Parce que pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien pour moi. Oui, nous avons Neuralink. Nous avons maintenant 3 patients avec des Neuralink implantés. Et ils fonctionnent tous bien. Nous avons amélioré les dispositifs qui auront plus d'électrodes basées sur une bande passante plus élevée, une durée de vie de batterie plus longue et tout le reste. Nous espérons traiter 20 ou 30 patients cette année avec les dispositifs Neuralink améliorés. Et notre premier produit vise à permettre aux personnes qui ont perdu leur connexion cerveau-corps, comme les tétraplégiques ou les paraplégiques. Par exemple, imaginez quelqu'un comme Stephen Hawking. Si Stephen Hawking avait pu communiquer aussi vite, ou même plus vite qu'une personne normale,
Cela aurait été révolutionnaire. Donc notre premier produit consiste à lire le cortex moteur du cerveau et à faire en sorte que si vous pensez à bouger votre main, cela déplacera le curseur sur l'écran. Cela permet aux gens de contrôler leur ordinateur ou leur téléphone simplement en y pensant. Ensuite, notre prochaine étape sera la vision artificielle. Même si quelqu'un a perdu ses 2 yeux, ou le nerf optique, ou même s'ils sont aveugles de naissance, nous pouvons interfacer directement avec le cortex visuel du cerveau et leur permettre de voir. Nous avons déjà réussi avec des singes. J'ai un singe qui a ça depuis 2 ans maintenant. Et finalement, nous pensons qu'avec un deuxième dispositif Neuralink, placé au-delà du point où les dommages à la moelle épinière se sont produits, nous pouvons effectivement transmettre les signaux du cerveau au-delà de l'endroit où les connexions sont rompues et permettre à quelqu'un de marcher à nouveau. Ce serait vraiment extraordinaire. Je suis convaincu que c'est physiquement possible. Et l'objectif à long terme pour Neuralink est de pouvoir améliorer la bande passante. En ce moment, quand nous parlons, notre bande passante en bits par seconde est assez faible. La bande passante soutenue d'un humain est inférieure à 1 bit par seconde sur une période de 24 heures. Il y a 86 400 secondes dans une journée. L'humain moyen produit beaucoup moins que 86 400 bits par jour. Si quelqu'un est écrivain, il pourrait dépasser ce nombre, mais la plupart des gens ne produisent pas plus que le nombre de secondes dans une journée. Avec un Neuralink, vous pourriez augmenter cette capacité de production par 1000 ou peut-être 1 million. Ce serait une expérience profondément différente. Vous seriez essentiellement surhumain. Inscrivez-moi pour tout ce que vous venez de dire. Je serai un adopteur précoce. Oui, et croyez-moi, vous aimerez vraiment la puce. Je peux vous le garantir. Si tous les robots et tout le reste libèrent du temps pour les humains, que feront-ils de ce temps? Ou que pouvons-nous leur demander de faire de ce temps? Je pense que c'est une question qui boucle le cercle de la technologie. Je suppose que ce sera un peu comme être à la retraite. Cela prendra quelques années, mais à un moment donné, à mesure que l'intelligence artificielle et la robotique s'améliorent, l'intelligence artificielle finira par pouvoir faire tout ce que les humains peuvent faire. Toute tâche que vous ferez sera optionnelle, comme un hobby. Maintenant, cela soulève la question, nos vies auront-elles un sens si les ordinateurs et les robots peuvent tout faire mieux que nous? C'est une vraie question. Je me le demande moi-même. Peut-être que c'est pour ça qu'il nous faut les Neuralink, pour améliorer les capacités humaines afin que nous puissions suivre le rythme de la machine. Je veux vous remercier pour cette vision évidemment incroyablement optimiste de la technologie et de son évolution. Je suis rassuré que les avancées sur lesquelles vous travaillez soient pas simplement incroyables dans les prochaines années, pas dans des décennies, mais vraiment très proches. Vous parlez constamment en termes d'années, et je vous en suis très reconnaissant.